Il semblerait qu'Ubisoft soit en réalité un énorme tas de merde. J'ai déjà entendu ça par le passé, effectivement. C'est déjà un petit peu leur réputation de base. Il y aurait beaucoup de choses à en dire, vraiment, vraiment pas mal de trucs à en dire. Mais aujourd'hui, je vais pas vous introduire directement le sujet, puisqu'on va regarder une vidéo qui n'a pas beaucoup tourné, malheureusement. Donc, j'espère lui apporter un maximum de visibilité avec ma chaîne, avec le peu de clout que j'ai déjà. C'est une vidéo du syndicat Solidaire Informatique qui a sorti du coup Ubitrash, concrètement, où ça va un peu parler de ce qui se passe en interne à Ubisoft et on va avoir quelques petits témoignages. Voilà, préparez-vous, a priori, il y a quand même un monde où il y a pas mal de violence dans ce dont on va parler, parce que de ce que je sais de ce qui se passe à Ubisoft, il vaut mieux quand même être un homme, sinon c'est juste compliqué, ou et bien hétéro aussi, sinon c'est plein de problèmes comme ça à Ubisoft, entre autres. Donc on va en parler un peu en profondeur. Et bon, normalement quand même, est-ce que j'ai vraiment besoin de présenter Ubisoft au passage? Est-ce que je mets quand même un peu de contexte autour de Ubisoft? Je veux dire, Ubisoft, c'est quand même la plus grande boîte de jeux vidéo en France, je crois, si je dis pas de bêtises. C'est des gens qui sont basés à Lyon. Il y a plusieurs grands pôles du jeu vidéo concrètement en France. On a un espèce de gros pôle dans le nord avec Ankama, on a un pôle plus proche du sud avec Ubisoft, et puis ensuite il y a tous les studios parisiens, quoi, concrètement. Et Ubisoft, c'est tellement une grosse boîte, pour le coup, que bah, chaque fois qu'il y a des gens qui quittent le navire ou qui vont à droite à gauche, ça a créé tout un environnement, tout un écosystème de studios indépendants. C'est ce genre de boîte, quoi. C'est une boîte qui agglomère beaucoup de gens, beaucoup de travailleurs, et qui en même temps, de par un management particulièrement toxique, bah, fait qu'il y a un énorme turnover, beaucoup de burn-out, beaucoup de problématiques, ce qui aussi bah, provoque mécaniquement à côté la création de plein de petits studios indépendants. Donc, Ubisoft, c'est ça. Ubisoft, c'est quand même les gens qui sont derrière pas mal de gros succès, hein, de mémoire. Bon, alors, je suis pas une experte, mais de mémoire, leur tout premier succès à Ubisoft, ça a été les jeux Rayman, qui étaient quand même plutôt des bangers. Ensuite, ils ont quand même réussi à transformer l'essai en faisant Prince of Persia, les Sables du Temps, qui est quand même un jeu un peu important de l'histoire du game design, quand même. Euh, Suite à quoi, ils ont fait concrètement les Assassin's Creed. Donc pareil, c'est quand même un peu des bangers. Ils ont aussi fait les Far Cry, qui, malgré les haineux, sont quand même pour beaucoup bah, plutôt aussi des bangers. Juste, ils se sont épuisés. Mais comme pour les. En fait, ils ont appliqué la même stratégie sur les Far Cry que sur l'Assassin's Creed. Et du coup, c'est pour ça que c'est devenu gaz, quoi, concrètement. C'est une stratégie de presser le citron comme ça jusqu'à la dernière goutte. Et ensuite, ils ont, comment dire. Ils ont enchaîné pas mal de gros échecs à droite à gauche. Le plus marquant, je pense, étant leur jeu de pirate à la con. Comment est-ce qu'elle s'appelle déjà? Attendez. Ah, j'ai un doute tellement c'était gaze, je me souviens plus le nom de ce jeu. Skull and Bones. Ça s'appelait Skull and Bones. Où c'était en fait concrètement juste les mécaniques de bateau de Assassin's Creed 3 et 4. Donc c'est-à-dire que c'était un jeu où genre c'est à la base un espèce de c'est une partie d'un autre jeu quoi concrètement et ils ont mis une éternité à le sortir et le jeu est de la grosse merde. Voilà, concrètement, c'est de la grosse merde. Ils ont parlé du premier jeu quadruple A de l'histoire, alors qu'en fait, non. C'était juste un jeu qui leur a coûté très cher. C'est pas pour autant qu'il était très bien produit ou qu'ils avaient beaucoup travaillé dessus, parce qu'en fait, le jeu a été reset et reboot plein de fois. Et concrètement, le problème principal de Skull and Bones, ça va vous sembler bête si vous connaissez pas un peu ce qui s'est passé dans ce jeu, mais concrètement, en fait, personne n'a jamais su si c'était plus. Enfin, comment dire, personne n'a jamais vraiment fixé si tu jouais le bateau ou si tu jouais à capitaine de ce bateau. Pour dire à quel point le game design a été chaotique. Genre, à partir de là, si de base, t'as pas été capable de déterminer si tu jouais plutôt le bateau ou si tu jouais plutôt. C'est comme dans un jeu de voiture, tu vois, c'est hyper important. Et par exemple, dans GTA, tu joues pas la voiture, tu joues quelqu'un qui rentre dans la voiture. Contrairement à genre d'autres jeux de bagnole, tu vois, dans lesquels genre Asphalt et tout, tu joues la voiture. Bah eux, quand ils ont designé leur jeu de bateau, ils ont pas répondu à ça, genre ça fait que changer et tout. Bah bref, le jeu ça a été de la grosse merde. Et voilà, ils sont connus Ubisoft aussi pour leur méthode de management particulièrement agressive, toxique. Voilà, moi je vous parle beaucoup sur cette chaîne du management moderne, de comment est-ce que le management moderne a été structuré bah, par les puissances autoritaires issues des heures les plus sombres de notre histoire, à quel point c'est red flag de faire ce genre de choses.
Surtout que le jeu vidéo, comment dire, le jeu vidéo, comment dire, c'est une des industries les plus néolibérales de l'histoire. Parce que c'est vraiment né dans le néolibéralisme, ça s'est constitué dans le néolibéralisme, ça a grossi dedans, et du coup, il y a tous les problèmes du néolibéralisme qui se sont exacerbés dans le jeu vidéo. Toutes les nouvelles méthodes managériales ultra agressives, le crunch, toutes les histoires de burn-out en série, enfin, toutes les logiques aussi qui consistent à déresponsabiliser les responsables. Par exemple, ce truc typique dans le management au sein du jeu vidéo, et ça vraiment je n'invente rien, encore une fois, allez lire Johan Chapoutot, ça a vraiment été formalisé par un ancien Waffen-SS qui a créé les premières écoles de management. Ils appliquent trait pour trait sa méthode managériale qui consiste à déresponsabiliser les leaders. Littéralement, le nom du bouquin de Johan Chapoutot, Libre d'obéir, parle littéralement de ça. C'est-à-dire que on te fixe des objectifs et ensuite tu es libre de les atteindre de la manière que tu veux. Et bah dans le jeu vidéo, cette logique-là, elle est appliquée à son paroxysme. Et en fait, chaque fois que du coup les gens qui ont réussi à se surmener, à baiser leur vie pour réussir à obtenir le rendu final qui était demandé parce que les conditions de travail étaient absolument abominables, et bah du coup on se dit ah c'est possible! Ça veut dire qu'on peut encore mettre des deadlines encore plus serrés, on peut encore plus exploiter les gens, on peut encore réduire de plus en plus ce truc-là. C'est vraiment la politique de l'optimisation de l'optimisation contre la santé mentale des travailleurs menée vraiment, mais alors jusqu'au bout du bout, du bout, du bout, du bout. Plus toute l'ambiance un peu happiness manager, il faut venir et être heureux au taf et vous êtes des travailleurs passionnés parce que c'est la passion du jeu vidéo. Ça mélange vraiment toutes les caractéristiques pour créer littéralement un broyeur d'êtres humains. Enfin, je sais pas comment l'appeler autrement. Moi-même, je suis passé par là et trigger warning tout le monde. Voilà, moi je vous l'ai déjà dit. euh, le crunch est en partie responsable, pas entièrement responsable, mais en partie responsable de ma tentative de voilà, c'est ça que ça fait en fait aux travailleurs du jeu vidéo. C'est des morts, c'est des gens qui perdent leurs amis, qui perdent leur famille, qui perdent leur santé mentale, qui perdent beaucoup de choses pour tenter de produire de l'art. Et c'est ça dont on parle pas assez souvent. Genre, quand on parle du crunch, quand on évoque ces sujets-là, quand on parle de l'exploitation dans le jeu vidéo, quand on parle de l'aliénation dans ce milieu-là, bah en fait, c'est à ça qu'on fait référence. C'est des gens qui meurent. Et je pense qu'il faut le dire. Genre, on le dit pas assez. C'est des morts. C'est des morts au travail. C'est littéralement de l'exploitation absurde, horrible, qui est complètement abusive, qui fait que les gens en meurent. Tu vois, je suis désolé. Ah oui, désolé, pardon, j'aurais dû définir c'est quoi le crunch. Le crunch, c'est quelque chose qui est tellement important dans l'industrie du jeu vidéo que on vous l'apprend en école de jeux vidéo. C'est pas une blague. C'est une méthode managériale de développement qui consiste concrètement à mettre les développeurs sous tension absolue. Le crunch, ça commence quand on fixe la dernière deadline normalement. Mais alors attention, il y aura des exceptions, vous allez comprendre. À la base de la base, c'était ça le crunch. Le crunch, c'est à partir du moment où on met la deadline finale pour la sortie du jeu, eh ben on met les bouchées doubles. Ça veut dire plus de week-end, plus de soirée, tout le monde travaille H24, limite on dort au bureau. C'est vraiment le moment où on entre en phase exploitation maximale. C'est vraiment le moment où la violence managériale dans le jeu vidéo s'exprime à son paroxysme. C'est vraiment, vraiment un enfer pour le coup, ce genre de truc-là. Et oui, effectivement, du coup, on l'apprend directement dans en école de jeux vidéo. Et notamment, par exemple, moi, il y a un concept que j'aime bien à la base dans le jeu vidéo et qui pourtant a été pas mal corrompu par ces histoires de crunch, c'est l'univers de la game jam. Voilà, à la base, une game jam, c'est on te donne un week-end et sur un week-end, avec l'équipe avec laquelle tu as été assigné, tu fais un jeu. Donc c'est des tout petits jeux, des tout petites boucles de design avec des graphismes assez rudimentaires. Euh, et normalement, c'est trop fun de faire ça. C'est trop fun et c'est clairement une des meilleures façons d'apprendre à faire des jeux vidéo. Le problème, c'est que du coup, ils ont fait en sorte de faire de faire de la game jam un sport de compétition. C'est ça, c'est un genre de hackathon du jeu vidéo. Pour ceux qui savent, c'est quoi un hackathon? Ils ont fait une espèce de compétition pour apprendre à cruncher. C'est-à-dire que les game jam, quand tu les fais en école de jeux vidéo, alors moi j'ai pas fait école de jeux vidéo, hein, mais les game jam, quand tu les fais en école de jeux vidéo, concrètement, c'est une façon d'apprendre à faire du crunch.
Nous, on a été encadré par une entreprise qui sert à aider les studios indépendants à se lancer. Et on nous a aussi imposé du crunch avec Lou à l'époque de Notorious Frogs, notre studio de jeux vidéo. Donc, c'était vraiment, vraiment, vraiment. Bah, c'est vraiment un enfer en fait, ce genre d'ambiance. Et pour le coup, tout le monde est d'accord avec le fait qu'il faut cruncher. Alors, je sais que j'ai vu des gens qui vous disent, oui, il y a des exceptions, mais ça reste très très rare et il faut pas parfois tomber dans de la propagande débile non plus. Genre, avec tout le respect que j'ai pour eux, avec tout l'amour que je porte pour leur façon de faire des jeux vidéo et tous ces trucs-là, tu vois, désolé de le dire, mais si, il y a du crunch chez l'Ariane Studio. Les gens qui sont derrière, euh, chaque fois, j'oublie le nom, c'est Baldur's Gate. Et ils se sont fait saucer parce que soi-disant il n'y avait pas de crunch. Et en vrai, quand tu demandes aux travailleurs en tant que tel, il y a quand même eu un peu de crunch, quoi. Désolé, enfin, faut pas faire confiance aux managers quand ils vous disent qu'il n'y en a pas. De base, demandez aux travailleurs. Et la vérité, c'est que le crunch, ça c'est quasiment une norme industrielle dans le jeu vidéo aujourd'hui. C'est une norme managériale et c'est un enfer. Et encore une fois, c'est pas anodin, c'est des gens qui meurent. Genre, je sais pas si vous vous rappelez, à une époque, il y avait eu des gros problèmes de suicide à France Télécom. Parce qu'ils avaient appliqué des méthodes de management très violentes, qui n'étaient pas exactement les mêmes. À l'époque de France Télécom, l'idée c'était de mettre les gens au placard et de rendre leur travail insupportable pour qu'ils partent d'eux-mêmes afin d'éviter d'avoir à payer leur chômage. Concrètement, c'était ça la méthode. Alors, mais c'était assez violent et en vrai, ça ressemble un petit peu à ça. Et à une époque, il y a eu une vraie. Ça a été un vrai sujet, les suicides chez France Télécom. Et pourtant, on parle pas de la même chose dans le jeu vidéo, alors que, bah, en fait, on pourrait, désolé, mais il pourrait y avoir la même panique nationale autour du management dans le jeu vidéo, des dépressions que ça cause, des suicides que ça provoque. Il pourrait y avoir exactement le même genre de panique, mais pourtant, ça n'a jamais particulièrement explosé, quoi. Je pense que c'est entre autres parce que, bah, on s'y est fait à la violence managériale, en fait. Je pense que c'est devenu un, c'est ce que je veux dire, c'est devenu une norme. C'est même pas vrai que dans le jeu vidéo. Encore une fois, le jeu vidéo, c'est juste ce truc-là poussé à son paroxysme, mais en vrai, de vrai, l'ambiance, ce truc d'être libre d'obéir, de déresponsabiliser les leaders, c'est présent un peu partout, tu vois. Pour le coup, on s'y est fait. C'est devenu un peu normal. Voilà. Et je trouve ça un peu dingue. Je trouve ça un peu dingue. Et puis pareil, en vrai de vrai, alors attention, je dis ça absolument sans aucune forme de racisme ou quoi que ce soit. C'est juste que c'est un fait. Le jeu vidéo, c'est aussi une industrie qui est bah, pas mal japonaise et que cette culture-là du travail correspond aussi un peu à la culture japonaise du travail. Et encore une fois, c'est vraiment pas raciste, c'est les Japonais eux-mêmes qui le disent, que c'est un enfer, qu'ils dorment au bureau, qu'ils ont ce truc-là, tu vois, autour de la création de jeux vidéo. Et vu qu'il y a cette espèce de standard et de concurrence concrète entre les studios japonais et les studios américains depuis le tout début, je me demande s'il n'y a pas aussi un peu cette espèce de, comment dire, d'ambiance, enfin comment dire, ouais, de normes qui est fixée pour aussi pouvoir rester en concurrence avec des studios japonais. Et bon, je vais pas vous apprendre, normalement, que le Japon, c'est quand même le deuxième pays au monde avec le plus grand taux de suicide. Et c'est entre autres lié au travail, hein. C'est complètement la faute au concept de salaryman. C'est complètement à cause de la structuration, bah, justement, particulièrement néolibérale du Japon. Genre, deux des pays qui ont été les plus, comment dire, les plus structurés par des capitalistes américains qui sont venus dans le pays après une guerre pour imposer du management et une ambiance néolibérale. Il y en a quand même deux où ça se voit beaucoup. C'est pas les deux seuls, hein. Attention, il y a aussi des pays en Amérique du Sud et à d'autres endroits. Mais les deux pays en Asie où c'est arrivé, c'est quand même le Japon et la Corée du Nord. La Corée du Sud, pardon. Au Japon, pour le coup, il y a eu la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est devenu un genre de protectorat états-unien. Et concrètement, le pays a été restructuré par les États-Unis pour en faire des producteurs de microélectronique. On a appelé ça le miracle économique japonais. Ça, c'est la vision capitaliste. Quand tu es capitaliste, tu parles de miracle économique japonais. Quand tu es un marxiste, tu parles de l'aliénation de l'entièreté d'une nation au profit d'un impérialisme. Mais bref. Et du coup, l'autre pays où ça s'est arrivé, bah, c'est plus tard, pour le coup pendant la guerre froide, après les guerres de Corée, c'est la Corée du Sud, qui pour le coup est également devenue un genre de protectorat états-unien, où ils ont réappliqué d'autres méthodes qui étaient des méthodes assez similaires aux méthodes japonaises, pour le coup, dans la façon de se structurer, encore plus violente, hein, d'ailleurs, à certains niveaux. Et ça a donné voilà, l'enfer sur Terre, qui est aujourd'hui la Corée du Sud, qui a réussi,
a dépassé le Japon en taux de suicide. Voilà, pour expliquer quand même à quel point c'est une société malade. Il faut quand même le dire, c'est quand même une société où ça va pas fort, hein. La Corée du Sud, vraiment, vraiment, vraiment pas fort. Mais bref, ça pour dire que c'est pas pour rien que le jeu vidéo, pour moi, est structuré comme une industrie aussi violente. Il y a quand même des racines historiques assez importantes, à savoir bah, le fait que c'est déjà une industrie qui est née en plein cœur du néolibéralisme, qui en plus propose des biens immatériaux, ce qui est particulièrement appréciable quand tu veux faire des trucs, particulièrement au sein du néolibéralisme. Le bien immatériel qui se démultiplie à l'infini, c'est quand même super. C'est quand même vraiment très très bien pour faire énormément d'oseille et faire des marges de profit absolument monstrueuses sur certaines choses. D'ailleurs, ça se voit hein, dans comment est-ce que le jeu vidéo tente de nous pomper notre oseille hein, avec les microtransactions, les lootbox et ce genre de trucs, tu vois. Alors, il y a vraiment ce truc d'abuser au maximum. Plus, ben, dans quel pays aussi on fait des jeux vidéo, l'ambiance de concurrence internationale entre nos travailleurs et les travailleurs de ailleurs. Je pense que c'est tous ces trucs-là, tu vois, qui sont des explications pour pourquoi le jeu vidéo est une industrie aussi violente. Et je pense que j'ai même pas l'image en entier. C'est-à-dire que bon, là je parle de l'histoire du Japon, je parle de l'histoire du jeu vidéo, comment ça s'est structuré aussi. Je pense que c'est même pas la totalité des explications qui permettent de démontrer pourquoi le jeu vidéo a ces problèmes-là. Par exemple, une dimension dont on va parler, je pense, dans la vidéo sur Ubisoft, dont j'ai pas parlé, un autre truc hyper important pour comprendre la violence dans le management du jeu vidéo, voilà, au-delà de l'histoire du néolibéralisme, il y a aussi l'histoire du jeu vidéo tout court. Et en particulier, l'histoire du masculinisme dans le jeu vidéo. Le fait que le jeu vidéo, ça a été un espèce d'immense boys club pendant super longtemps. Où vraiment, enfin littéralement, à l'époque de 3615 Usul, des vidéos que Usul il faisait sur jeuxvideo.com, vous vous rendez compte, un mec de gauche à jeuxvideo.com, enfin, l'époque était folle. Et ben Usul, il avait même fait une vidéo sur les gameuses, tellement c'était un sujet. Le simple fait que des meufs commencent à jouer à des jeux vidéo, c'était un sujet, et c'était l'occasion d'organiser des grandes campagnes de harcèlement sur des streameuses, des youtubeuses, des créatrices de jeux vidéo. Et il y a quand même eu un énorme problème par rapport à ça. Au début, c'était familial. En fait, ça a quand même toujours été un truc aussi pour les petits garçons, quand même. Dès le début, hein, tu vois. Et oui, puis même, il y avait aussi une ambiance dans le truc des journalistes. Enfin, même, enfin, je veux dire, à l'époque, il y avait des publicités qui étaient quand même assez insane, hein. Genre, par exemple, bon, j'ai pas cité la boîte pour des raisons qui me regardent. Mais par exemple, moi, une publicité dont je me souviens quand j'étais petite sur le jeu vidéo, c'était pour vendre des manettes sans fil. Les premières manettes sans fil. Il y avait genre. La publicité, c'était une. Pardon. La publicité, c'était genre. Je rigole pas, les gens. C'était. Imaginez une photographie d'une meuf de là à là, en string, genre zoom string, où il y avait écrit il serait pas temps de couper le fil. Donc voilà. Comment dire bon, bah quand t'es une femme, c'est ça, t'es quand même en train de te dire bon, je crois que c'est pas à moi qu'on essaye de vendre des objets là tout de suite. Et il s'agit d'un truc aussi neutre que des manettes sans fil là quand même. Genre on est quand même sur ce niveau-là quoi. Et ça, je dis ça, c'est une boîte qui a fait ça, mais toutes les boîtes, toutes les entreprises de jeux vidéo faisaient ce genre de dinguerie, hein. Attendez, genre est-ce que je peux retrouver, attendez, si je marque Sega, Sonic, couille. Oh, attendez, ça, je vais vraiment le faire hors champ par contre, parce que je suis pas à l'abri de tomber sur des saloperies quand même. Genre, par exemple, publicité de Sega pour vendre des jeux Sonic. Voilà, exemple au hasard. Quelle sera la plus grosse paire à la plage cet été Tété le cul ou Sonic et Sonic 2 Et encore, j'ai pas retrouvé celle avec les couilles. Mais il y en a une avec les couilles, sachez-le. Sachez qu'il y en a aussi une avec des couilles. Juste, je l'ai pas retrouvée. Oui, je sais, le JDG l'avait montré. Je tiens cette information du JDG pour le coup. Mais bon, moi, en vrai, j'étais un poil trop jeune pour ces publicités-là à l'époque. Est-ce que j'étais né à l'époque de Sonic 2? Je suis même pas sûr de ça, tu vois, j'ai un doute. Mais voilà, comment dire, la culture vidéoludique n'a jamais vraiment été un temple de la sécurité. Enfin, ça a jamais vraiment été une safe place pour les meufs.
comment dire, un jour, on va regarder une vidéo de ma clone. Vous vous rappelez ma clone Aline Dessine. On va parler d'Aline, on va regarder une vidéo d'Aline Dessine qui est super, qui parle de Narcissa, qui, je pense, comment dire, est un bon résumé de pourquoi être une meuf, a fortiori une meuf trans, dans l'histoire du jeu vidéo, c'est un énorme problème. C'est une énorme bataille contre tout le monde. Narcissa, c'était une speedrunneuse qui a eu le malheur d'être une meuf trans et qui pourtant était absolument monstrueuse dans tout ce qu'elle a jamais fait, tu vois. Et c'est une histoire qui est assez passionnante pour le coup, l'histoire de Narcissa. Et vous allez voir, genre, c'est vraiment l'histoire. Enfin, c'est une des premières grandes campagnes de harcèlement transphobe de l'histoire du jeu vidéo. Et ça en dit très très long sur le sexisme dans le jeu vidéo. Bref, trêve d'introduction. Je pense que j'ai suffisamment élaboré pourquoi est-ce que pour moi, dans l'industrie du jeu vidéo, il y a d'immenses problèmes qui viennent de plein d'endroits différents, à savoir la structuration économique du marché, qui est un enfer absolu, qui est complètement néolibéral de zinzin, complètement fou, tu vois, avec des systèmes de concurrence complètement dégénérés. Il y a d'un autre côté comment dire, l'ambiance masculiniste qui est présente depuis super longtemps dans le jeu vidéo. C'est vraiment un lore d'incel. Tu sais, incel, les involuntary celibates, là, les creeps absolus, qui sont des espèces de mecs qui sont intimement convaincus que voilà, les femmes possèdent le c'est qu'elles veulent les rejeter. Enfin, voilà, vous connaissez normalement un petit peu l'ambiance incel quand même sur Internet. Il y a beaucoup ça sur Internet. Et puis même, enfin, genre... Par exemple, attendez, j'ai un doute. Je sais plus si c'est à Ubisoft ou si c'est à Blizzard. Voilà. Vous voulez une bonne anecdote de à quel point le jeu vidéo est gangréné par des dégénérés complètement sexistes. Il y a quand même eu une affaire, encore une fois, je sais plus si c'est à Blizzard ou à Ubisoft, de vol de lait maternel. D'accord? Il y a des meufs qui stockaient leur lait maternel dans les frigos de la boîte. Blizzard, merci. Et il y a un gars qui les volait, probablement pour se les branler. Qu'on se mette bien d'accord. Voilà, ça c'est le truc qui arrive. Et personne n'a vraiment été inquiété. Hein. Pour le coup, c'est vraiment pas un problème. Et c'est aussi pour ça, tu vois, que moi ça me fait vraiment doucement rire lorsque t'as tous les droitards là, tu vois, qui sont en mode ah, le wokisme est partout. Le wokisme a envahi l'industrie du jeu vidéo. Bon, bah essayez d'être une femme dans un grand studio et on en reparle. D'accord? Bref, on va enfin se lancer après 25 minutes d'introduction sur pourquoi le jeu vidéo, l'industrie du jeu vidéo est un enfer absolu. Regardons maintenant plus précisément comment cet enfer s'est exprimé chez Ubisoft. Mon arrivée à Ubisoft, ça s'est très bien passé. Ça vendait du rêve, ça vendait un studio créatif. Êtes-vous résistant ou résistante à l'ambiance grivoise, aux propos sexistes? Parce que pareil, moi à la base, je précise quand même, moi à la base de la base, je suis plus une développeuse indépendante. Cependant, je comprends à 10 000% l'envie de travailler pour Ubisoft, de travailler pour Blizzard, de travailler pour les grands studios de jeux vidéo, parce que voilà, parfois il y a des gens qui sont en mode genre oh bah il fallait pas travailler là-bas, ce genre de truc. Et il y a que eux qui ont les moyens de faire des triple A. Hein. Donc si vous voulez genre faire un triple A, vous n'avez pas le choix que d'aller bosser dans ces entreprises-là. Pour le coup, c'est eux qui possèdent les moyens de production. Et désolé, mais il y a aucun problème à vouloir faire des blockbusters. Il y a aucun problème à vouloir participer à ça. C'est vraiment c'est du travail collectif en plus. Moi, je comprends vraiment le délire de vouloir créer un truc vraiment poncé, bien foutu jusqu'au bout, où tout le monde a pu faire des trucs, tu vois. Je trouve que c'est plutôt bien. Et oui, moi, je suis d'accord, les licences, à la base de la base, les licences de chez Ubisoft sont trop bien. Genre Assassin's Creed, énorme banger. Moi, j'ai énormément joué à Assassin's Creed 2, à Assassin's Creed, comment ils s'appelaient les deux autres qu'il y avait avec Ezio Auditore dans les deux épisodes d'après. J'ai adoré Assassin's Creed 3, alors que je sais qu'il a pas fait l'unanimité. Et j'ai surkiffé Assassin's Creed 4. Vraiment, pour le coup, c'est vraiment des jeux qui me tenaient beaucoup à cœur. J'ai adoré Far Cry. Far Cry 3, vraiment incroyable. Enfin, pour le coup, c'est vraiment des jeux que j'ai trouvé très très cool. Très cool. Et moi, je comprends que quand tu joues à ça, tu te dis, mais j'ai envie de créer ce genre de truc et de travailler pour une grosse boîte, quoi. Un enfer absolu, en fait. Surtout quand tu connais l'ambiance de certains studios indépendants. Parce que pour le coup, les studios indépendants, ils ont vraiment pas de leçons à donner hein, sur
sur certains grands studios. Hein, parce que bon, on les connaît, hein, les studios indépendants, où on est une grande famille. D'accord? Une grande famille. Une énorme famille. Mais du coup, on a pris vraiment tout le package de la famille, quoi. Y compris les délires d'inceste et tout. C'est genre vraiment... Désolé de le dire comme ça, mais c'est vrai. Genre, désolé, mais si le jeu vidéo, c'est une grande famille, et ben comment ça se fait que, genre, généralement, les hommes et surtout les grands gens puissants se mettent à agresser tout le monde? Bref. De travailler là-bas. Le droit s'arrêtait aux portes d'Ubisoft. C'est mon point de vue, c'est que la justice, c'est un outil syndical. Ubisoft, sans les journalistes et sans syndicat solidaire, il se faisait pas ce dossier. Je m'appelle Jules. J'ai été du coup Bonjour, Jules. artiste 3D à Ubisoft en 2016 pendant 6 mois. Et moi, je suis sobre depuis maintenant 3 mois. C'est Marc, je suis concepteur de jeux vidéo, donc globalement mon travail c'est de faire les règles qui font qu'un jeu ça va être intéressant ou amusant, quoi. C'est à peu près ça mon boulot. Attendez, comment il s'appelle déjà? Marc, c'est ça? Et t'as envie de... Genre, je suis en train de faire un jeu en ce moment et je suis très chaude d'avoir des game designers qui me font des retours sur mes devlogs sur ma chaîne, voilà. J'ai fait ça pendant 15 ans dans pas mal de petites entreprises en France, et puis en 2018 j'ai rejoint Ubisoft. Je suis Shakib Matawi, programmeur chez Ubisoft Paris Studio et délégué syndical solidaire informatique. Il a une bonne DA, je trouve, lui. C'est un processus de recrutement, je crois, qui a pris 1 mois et demi. Et une fois ce processus de recrutement fait, j'ai rencontré l'équipe. Et puis ensuite, j'ai rencontré les RH qui m'ont dit, voilà, bienvenue dans la grande famille Ubisoft. Ah, la grande famille! Quand on regarde les making-of en ligne, quand on regarde l'arrière-bout. Oui, Henri Castafol! Mais oui, mais tellement... Allez, vas-y, c'est bon, officiellement, on va l'appeler Henri Castafol. Ou les vidéos de propagande d'Ubisoft sur YouTube ou autre. Oh, il ressemble même pas tant que ça, mais il a la même vibe. En fait, ça vendait du rêve, ça vendait un studio Je propose quoi comme salaire? Alors, par contre, je fais ça sur mon temps libre à moi, à la base. C'est pas encore un projet professionnel. créatif. Et j'étais plutôt assez fier aussi, je pense, vu que Ubisoft était Normal. employeur français dans Normal. l'industrie du jeu vidéo. Ça a amené potentiellement une certaine stabilité, même si c'était dans le cadre d'un CDD de 6 mois. Et c'est extrêmement formateur aussi. Genre, par exemple, nous, une des grosses erreurs qu'on a fait, justement, en tant que développeur de jeux vidéo avec Lou, ça a été précisément d'avoir 0 expérience dans aucun studio. Et d'essayer de se lancer à partir de là, c'était une vraie grosse erreur, pour le coup. Parce qu'en fait, tu peux pas partir de 0. Genre, il faut vraiment que tu aies des gens qui aient un peu d'expérience avec toi pour commencer. Sinon, c'est pas possible. Genre, c'est de la transmission de savoir, en fait. Du coup, dès que je suis passé en CDI, je crois que 10 jours après, on crée une section syndicale au sein d'Ubisoft. Et c'était, du coup, je crois bien que c'est la première section syndicale au sein d'Ubisoft. Pour dire un peu, hein, situé, Ubisoft, c'est 20 000 employés dans le monde à ce moment-là, et 4 000 en France. Ça existe depuis 30 ans, mais visiblement, ils n'avaient jamais eu aucune activité syndicale, quoi. Le néolibéralisme, encore une fois, dans toute sa splendeur. Hein. Ah bonjour, je vous attendais. Écoutez, bienvenue dans les locaux de la filiale France d'Ubisoft. Je m'appelle Annie, je suis Digital Marketing Manager. Et c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter aujourd'hui toutes les équipes qui consacrent leur énergie à mettre en avant les créations de nos studios. Tout le monde se tutoie, tout le monde est pote, on va faire des afters après, on va boire des coups après. Et donc, il y avait ce truc de... finalement, on ne connaît pas la limite de nos relations professionnelles à ce moment-là. Et certaines personnes en abusaient clairement. C'est un peu marrant parce que c'était déjà aussi un peu le sujet de l'article de Lizzie dont on a parlé. La vidéo n'est pas encore sortie parce que je galère à faire une miniature, j'avoue. J'ai du mal à illustrer la vidéo. Mais vous vous rappelez quand on a parlé de comment est-ce que il y a des manières de s'organiser qui provoquent des abus, et notamment ça passe par le fait que le pouvoir des uns et des autres n'est pas délimité correctement et que les mandats ne sont pas clairs et que du coup c'est ça qui permet justement ce genre d'abus de pouvoir. Et il y a un peu ça aussi dans cette façon-là de manager. On arrive maintenant Nous à la base on disait ça pour critiquer l'autonomisme, mais ça fonctionne un peu aussi ici. devant le pôle ressources humaines et communication. Ils sont évidemment en charge du recrutement des équipes, de l'évolution de nos talents, mais aussi de l'expérience unique qui caractérise la vie chez Ubi. Excusez-moi juste une seconde. Oh waouh, ça a l'air tellement cool hein. Jérémy, ton drone. Voilà, tu l'avais cherché. C'est tellement naturel. Les premiers facteurs qui aident à l'émergence de... Genre, j'ai l'impression qu'on est dans Sévérance.
Harcèlement sexuel en entreprise, c'est quoi? C'est d'avoir une majorité d'hommes, une majorité de personnes jeunes, une ambiance précaire et une ambiance de travail détendue. Et en fait, moi, dans mon entreprise, Ubisoft Paris, des hommes, on est à, je crois, presque 80, enfin, un tout petit peu moins de 80% d'hommes. À l'époque, on avait, je crois, la moitié des employés ont moins de 35 ans, voire même moins de 30 ans. L'ambiance précaire, on vient de parler des 18 mois on s'enchaîne tous à peu près 18 mois de CDD avant d'être recrutés. Donc en fait, oui, il y a une ambiance précaire de travail. Ah oui, c'est quand même genre. Là, quand ta période d'essai, elle fait 1 an et demi. Fou. Et l'ambiance détendue, quand tu arrives chez Ubisoft, on te dit, mais c'est une grande famille. À l'instant, alors, plus BSD, tu es trop con. Resté 6 mois à Ubisoft. À la fin des 6 mois, en fait, on a voulu renouveler ma période pour 4 mois, je crois. Et j'ai refusé parce que c'était un enfer absolu, en fait. Le titre de la vidéo, c'est Ubitrash et ça a été publié par la chaîne YouTube de Solidaire Informatique. Voilà. Et je vous encourage à essayer de faire monter la vidéo au passage, tout le monde. Souvent, je vous parle du système de boost de YouTube. Et typiquement, ça, tu vois, c'est une bonne vidéo à booster. Très très bonne vidéo à booster, très bonne vidéo à partager. Alors on va se calmer dans le chat par contre, hein, on évite de sexualiser trop les gens quand même. De travailler là-bas. Tout le rêve, finalement, qu'on me vendait dans ce Bien qu'il soit charmant, je le confirme, on évite quand même, attention. métier qui est un métier passion, créatif, etc. Finalement, il n'y a rien de tout ça. Pour bien remettre les choses dans leur contexte, à l'époque, j'étais présentée comme une femme, j'avais une apparence féminine et je me présentais en tant que femme effectivement au travail. Donc j'ai subi effectivement du harcèlement. Tu parles de Rayman. En fait, parfois j'oublie à quel point vous êtes des dégénérés en fait. Genre à des moments, ça me sort j'oublie que m'a commis de Gunner en fait. Harcèlement sexuel, vraiment des remarques qui sont uniquement liées au fait qu'à l'époque j'étais une femme et je recevais énormément de commentaires sur ma tenue. Des hommes occupaient les toilettes féminines parce que selon eux, ils n'avaient pas assez de place dans les leurs. On me disait, voilà, une production de jeux vidéo, c'est comme une femme enceinte, tout le monde te félicite, mais personne ne sait combien de fois tu t'es fait niquer. Et alors je me suis dit, ouais, ok, l'ambiance elle est bizarre. Faut savoir que j'étais la seule femme dans l'open space à ce moment-là. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, ok, bon, il y a des beaufs dans mon équipe, plus que ça même. Wow, c'est les chefs qui sont des bofs. Je me sentais pas trop en danger parce que j'avais l'habitude. C'était pas la première fois que ça m'arrive. Mais au-delà de ça, je me suis dit, bon, ça a l'air quand même relativement accepté par les autres gens de mon équipe, en tout cas toléré. Il y a vraiment beaucoup cette ambiance-là. Hein. Moi, je l'ai connu, ce truc-là. Moi, l'industrie du jeu vidéo, pour le coup, le moment où je suis passé de ingénieur à industrie du jeu vidéo, c'est le moment de ma transition. C'est-à-dire que c'est la première fois où je me suis présenté devant des gens en tant que Diane. C'était dans l'univers du jeu vidéo. Alors ouais, ils te disent, ouais, t'inquiète, on est grave derrière les trans et tout, les LGBT, y a aucun problème. On est une des industries les plus ouvertes, tu sais, sur ce sujet-là. Et à la minute où tu tentes de faire de l'organisation collective avec tes sœurs, que tu tentes d'éventuellement, genre, faire un peu de ça, tu vois, on te baise. On te turbo-baise. Et on t'envoie chier, quoi. Parce que concrètement, en fait, il existe des structures qui sont faites par des cuirs pour des cuirs dans le jeu vidéo. J'en profite pour passer un immense shout-out à une des personnes qui, pour le coup, a été une des meilleures personnes avec Lou et moi dans toute notre histoire où on était développeuse de jeux vidéo. C'est les gens de chez Abidin Bridge, voilà, qui sont basés à Lille, qui ont vraiment été des crèmes, sa mère avec nous. Genre vraiment merci encore à eux. Et de se rapprocher d'eux nous a mis en bif indirect avec des gens. Parce que voilà, c'est une orga de cuir et de LGBT. Donc en fait, si t'es trop proche de eux, on va te niquer ta mère. Et ça m'a buté, les gens, ça m'a vraiment buté. Ils proposaient vraiment, en fait, ils essayaient vraiment de proposer quelque chose de différent pour financer des jeux, pour financer des projets, qui n'est pas le système actuel d'éditeurs et tout. Et ils se font turbo-niquer. Et quand toi, t'essaies de te rapprocher d'eux, on te turbo-nique. Alors, on te prévient pas. À aucun moment, et de toute façon, moi, si on m'avait prévenu, j'y serais quand même allé parce que merde, c'est les sœurs, quoi. Et tu te fais turbo baiser, genre. Parce que personne, en fait, n'élève la voix lors de ce genre de choses. C'est les élus qui disent non, mais là, quand même, on a des salariés, ils jouent entre guillemets à chabit dans l'ascenseur, donc globalement, ils se touchent les parties génitales dans l'ascenseur de manière non consentie, hein, voilà. À l'aide.
c'est un problème, quoi, puisqu'ils viennent s'en plaindre aux élus. Et la réponse de la direction, et donc ça, c'est dans un PV, c'est de dire oui, bon, on leur a dit que c'était pas bien. Ah bah oui. Et, Tu sais, c'est un peu comme quand tes normes écologiques, elles s'arrêtent à mettre des stickers au-dessus des interrupteurs pour rappeler aux gens de fermer la lumière. est-ce qu'il faut aller plus loin? Non, on leur a dit que ça n'avait pas bien, c'est bien suffisant. Ah bah, manquerait plus que ça ait des conséquences, les agressions sexuelles. Attendez, on va faire un truc. Ok. Attendez, je refais. Il faut aller plus loin? Non, on leur a dit que ça n'avait pas bien, c'est bien suffisant. Et donc j'ai fait un rapport au RH, donc j'ai pris des screens, j'ai fait des enregistrements, j'ai tout envoyé au RH et puis j'ai été convoqué par la RH, ma RH principale, qui me dit vraiment de but en blanc, si tu te plais pas à Ubisoft, t'as qu'à partir. Allez, trop bien. Écoute, t'as qu'à pas être sexisé, hein. Et à ce moment-là, c'est à partir de ce moment-là où je perds vraiment totalement foi en la boîte. Nous, après, Tu sais, c'est une grande famille, mais si tu te fais harceler, t'as qu'à partir. Tu sais, c'est des règles de la famille qui sont un peu particulières quand même. en plus, chez Ubisoft, on avait un peu une espèce de dichotomie, c'est que l'entreprise communique sans cesse sur le fait que on est super inclusif, très accueillant, etc. Oh, les femmes, c'est formidable. Alors ouais, comment est-ce que je pourrais être sexiste? J'adore les femmes. Mais attendez, moi, je peux pas être sexiste. Je suis fan de vagin. Merde. Bon, et après, dans les faits, J'adore ma mère. je pense que les révélations ont parlé pour elles, quoi. Aptitude, les heures supplémentaires. Je pense que ce qui me concerne, C'est plus ça en ce moment. Le deal. Le travail de nuit, ça pourrait se poser parce Ouais. Ah bah voilà. Pour la postérité, une page avec la photo d'Ascoët. En fait, à des moments, je me dis même presque que, genre, la plus grande malédiction du jeu vidéo, c'est presque sa rentabilité. Parce que je pense très sincèrement que si c'était pas aussi rentable le jeu vidéo, ce serait un milieu de gauchistes. Très sincèrement. Tu sais, c'est à la fois un des meilleurs trucs et en même temps son plus grand défaut, quoi. Celle de Tony François, et il y avait celle de ces deux-là aussi. On découvre aussi en même temps l'affaire avec la presse, quoi. Et du coup, on a des tracts où juste on cite les articles en disant bon ben voilà, en fait ces mecs ils ont dit ça, vu que c'est repris dans la presse. On reprend juste un article, on dit c'est ouais. pas nous quoi. Et donc on avait eu un enchaînement assez drôle. Donc là on appelait à la démission de Serge Ascoët. T'es une pédale si tu bois pas. Il fallait lui agrandir l'esprit à grands coups de bite dans le derrière et la faire tourner jusqu'à ce qu'elle comprenne. Eh ben, charmant monsieur. On en avait sorti toute une série comme ça. En fait, du coup à chaque fois qu'on avait un cadre toxique, on disait bon voilà. Au final, si tu veux pas qu'il te harcèle et que tu vives un enfer, il faut que tu sois dans un rapport de soumission. Attendez, est-ce qu'on peut imaginer une phrase encore plus de violeur? 5 minutes. Parce que là, on est quand même sur genre un bon 9 sur 10, quoi. C'est vraiment genre une grosse phrase de violeur, quoi. Genre, encore une fois, attention, j'accuse personne, hein. Par contre, je constate que c'est quand même une sacrée phrase de violeur, voilà. C'est une DRH qui arrive à avoir une phrase du genre non mais On rappelle que les DRH ont été inventés par les nazis et sont du côté du patronat. Jamais un DRH servira vraiment à défendre les intérêts d'un travailleur. Guillemot, donc le patron, il est ok avec un management toxique tant que c'est rentable. Donc, Hop, après, ils sont plutôt sincères hein, sur l'ambiance. C'est bon. donc ça c'est cité dans un article, donc ça veut dire qu'elle l'a dit, quoi. Mais oui, c'est vrai que de l'extérieur, tu te dis, c'est hallucinant que les gens aient laissé passer ça. Que ce soit ça, que ce soit la drogue, des mails qui sont hyper insultants, qui sont envoyés à l'ensemble de l'équipe et personne. Alors, cancel un peu en vrai, Obey. Voilà, c'est quand même le genre suceur de Obama, suceur de Macron, faut enlever ça. Ne bronche, mais je pense qu'il y a aussi cette Désolé, genre, j'ai jamais parlé de Graf en vrai. Comment j'ai jamais parlé de Graf sur cette chaîne? Mais bon, bref, un autre jour. violence-là qui est que, enfin moi c'est cette double violence où tu te prends de face la violence des gens au sein de ton travail, mais en plus de ça tu te prends la deuxième violence qui est le fait que les gens ne réagissent pas. Et ça c'est très très compliqué parce que c'est des collègues, c'est même parfois des amis. Et en fait, c'est ça, on parle souvent de ça, hein, de toute façon dans le féminisme, c'est le fait que tu subis d'abord la violence
de l'agression, genre que tu vis, l'agression sexuelle, et ensuite tu vis la violence de le fait que personne te croit, et que limite, le fait que tu aies vécu de la violence va faire que tu vas devoir quitter l'entreprise, et genre c'est la double peine, quoi, concrètement. Et salut Ignore. Je parlais de Obey. J'ai plus son vrai blaze, mais le mec qui a fait ce poster là, enfin qui a fait cette image là, énorme macroniste. J'ai des problèmes avec les street artistes. Déjà en règle générale un peu avec les street artistes, et en particulier les street artistes mainstream comme genre lui ou Banksy. Je trouve qu'il y a des trucs à dire. Mais bref, j'en parlerai un autre jour. Les gens qui ne réagissent pas. Stock du stun en plus. Par contre, j'ai vu qu'on avait la nouvelle version avec le fantôme là. Mais oui, incroyable. Incroyable. On a ce track incroyable avec un tyrannosaure pixelisé. Je fais du rap pendant 10 ans, MDR, je aussi tes problèmes avec Strat. Alors en vrai, putain, ce serait intéressant d'en parler. De toute façon, déjà de base, faudrait que je t'invite un jour. C'est vrai. C'est ça. D'accord. Déjà sur le serveur. Ouais. Tout ça. Bon, on va voir ça. Cet après-midi, je vais chercher. Normalement, on va les retrouver. Normalement. Alors, Maud Beckers, je suis avocate spécialisée en droit du travail et plus spécifiquement dans la lutte contre les discriminations au travail. L'affaire Ubisoft, en fait, pour moi, elle a commencé pendant les vacances, l'été 2020, où j'ai lu l'article. Ah ouais, bon été pour trouver un truc sur lequel autister un maximum de temps, quoi. De Libération. Et cet article de Libération, en fait, il faisait suite à un certain nombre de tweets et d'échanges sur les réseaux sociaux. Avocat de Septembre, je suis fan. En vrai, on n'en parle pas beaucoup comment dire, des gens qui ont des tafs a priori un peu de bourgeois, mais qui sont la vérité des vrais alliés, tu vois. Et typiquement, chez les avocats, il y a vraiment des bonnes personnes qui tentent vraiment de défendre les travailleurs. Il y a plein d'avocats qui sont plutôt des alliés de la cause à plein de moments, quoi. Enfin, genre, le terrain juridique est un terrain de bataille et de lutte hyper important, donc heureusement qu'on a des gens qui sont derrière nous, tu vois. C'est comme les huissiers. Il y a des huissiers qui sont payés par la bourgeoisie pour constater et faire porter plainte et faire de la saloperie. Il y a aussi des huissiers qui acceptent d'être payés par des gauchistes pour faire des constatations eux-mêmes. En vrai, dans certains univers, il faut être un peu plus nuancé, quoi, sur ce qu'on pourrait penser de certaines professions. Et moi, j'aurais tendance à comparer ça à prof. Genre, c'est pas vraiment. Enfin, parfois, je trouve qu'on est un peu trop. Faudra redescendre un peu sur certains profs quand même. Genre, tu vois, sur le métier de prof, et parfois redescendre un peu en généralité quand même. Et je pense que c'est pareil sur les avocats, c'est pareil pour les huissiers. Il y a quand même des gens de bonne volonté qui cherchent réellement à aider le mouvement social et qui tentent certes de passer par les institutions bourgeoises pour faire ça. Mais c'est parce qu'en fait, sans eux, quoi qu'il arrive, les institutions bourgeoises, elles vont s'abattre sur nous, en fait. On a besoin d'eux. Qui avait eu lieu où il y avait... Ribot était prof, bah oui, Audi Bakou. Je veux dire, aujourd'hui, sur la plateforme, il y a des gens qui n'ont jamais été profs, qui se comportent 15 fois plus comme des profs que Ribot, hein, sans vouloir balancer des gens sous le bus. Il y a une espèce de MeToo du jeu vidéo, de l'industrie du jeu vidéo. Et les journalistes de Libération se sont saisis de ce nouveau MeToo pour faire un article, et ils ont retrouvé un certain nombre de personnes qui ont accepté de témoigner de façon anonyme. Mais l'enjeu à ce moment-là était de faire sortir les personnes de l'anonymat. Parce que Marc Ruchet et moi, bien évidemment, on ne savait pas qui étaient ces victimes. Après, là où nous, on est plus alarmés, c'est de se dire, ah ouais, non, en fait, c'est massif, quoi. C'est-à-dire que c'est massif, c'est en France, mais c'est aussi au Canada, c'est aussi dans les studios qu'on a dans les pays de l'Est. Enfin, en fait, c'est partout. Donc, visiblement, il y a une politique d'entreprise. Il y avait des assistantes de Serge Asquette. Ça, c'est un très bonne intuition de leur part, hein, de se dire, ah, attends, en vrai, si c'est partout comme ça, c'est structurel, genre. Genre, ça servira même à rien de virer un ou deux cadres problématiques parce qu'il y a, en fait, un truc structurel dans l'entreprise. Faisait part d'un manque de considération, mais dingue, comme j'avais vu dans peu de dossiers, de leur fiche de poste, de leur fonction. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les assistantes personnelles de Serge Asquette, très clairement. Et en plus, au quotidien, elles devaient vivre dans un service éditorial où, quand les femmes se déplaçaient, elles étaient notées, que quand elles mettaient un manteau rouge, on disait que c'était un appel au viol. Eh bah, dis donc! Que certaines, on leur demandait de faire le poirier en open space parce que c'était des anciennes gymnastes et qu'il fallait qu'elles fassent des démonstrations. Genre quoi? Moi, ils m'auraient demandé de montrer ma bite, c'est ça?
qu'on trouvait ça très drôle de gaffer. Alors gaffer, ça veut dire enrouler autour d'une chaise avec un ruban des jeunes femmes pour les mettre dans un ascenseur, appuyer sur un bouton et qu'elles se retrouvent comme ça dans l'ascenseur. Enfin, une ambiance C'est hyper hardcore. complètement dingue. Je vous avais dit, hein, on va parler de violence. Hein. Allez, je vais vous laisser entre de bonnes mains. À toi de jouer. Merci. L'histoire de Tommy François qui jetait des pièces à son collègue parce qu'il était juif. Attendez. En fait, Ubisoft, ça a été créé par Adolf Hitler en personne. C'est ça qui s'est passé. Genre, on le sait pas, mais l'histoire secrète de Ubisoft, c'est que ça a été créé par Adolf Hitler. Je vois pas... Il lui disait ramasser c'est de l'antisémitisme absurde et Pur, ouais, genre, c'est hardcore. c'est pas normal, ça ne devrait pas arriver. Personne ne devrait se dire que c'est drôle de faire ça. L'exemple de Thomas François et de Serge Asquith faisait un ruissellement sale sur tout le monde, donc tous les managers se sentaient permis de faire n'importe quoi. Donc une ambiance complètement dingue, harcelante, systémique, puis institutionnalisée, puisque les RH ne réagissaient pas. Et pire, quand j'ai commencé à échanger Hitler. avec le syndicat en ayant ces témoignages de victimes, Ah, il y a un monde, ça finit dans la miniature, ça, Hitler. le syndicat me dit, mais on a trouvé un PV du CHSCT de l'époque où les élus s'étonnent auprès de la DRH parce que serait posé comme question d'embauche, êtes-vous résistant ou résistante à l'ambiance grivoise, aux propos sexistes, aux blagues sexistes, etc. Donc je me rendais compte que cette ambiance qui était généralisée était en plus institutionnalisée, puisqu'au lieu de mettre un stop à cette ambiance, en fait, les RH recrutaient des gens qui pouvaient s'inscrire dans cette ambiance. Donc, Ça, c'est une dinguerie. D'ailleurs, ça, c'est souvent, comment dire, quand on parle aussi de boys club, quand on parle de ce genre de choses, en fait, ce truc de recruter des gens basés sur leur capacité à tanker le harcèlement, c'est beaucoup plus fréquent que ce que vous pensez, parce que pour le coup, c'est une méthode hyper efficace pour créer des petits soldats, etc. Parce que du coup, tu crées une ambiance de prédation, une ambiance de bully, quoi. Et le bully vaut bien de son côté que contre lui. Donc ça crée vraiment, genre, c'est ce genre de choses aussi qui permettent l'existence d'un boys club. Et c'est structurel, ça, par exemple. donc des harceleurs potentiels, ou des personnes qui ne seraient plus en mesure de dénoncer le harcèlement, puisque elles étaient prévenues à l'embauche. Bon. En gros, on collecte un ensemble de témoins directs qui sont prêts à témoigner en justice ou qui sont prêts à porter plainte. On est convaincu, on sait que ça va se terminer par une affaire judiciaire. Marc, il dit, y a moyen de faire des trucs, t'as subi des trucs là-bas, et si on y allait, et je dis, ouais, en fait, pourquoi pas, j'ai rien à perdre. J'ai effectivement subi quelque chose de pas normal à l'intérieur d'Ubisoft. Si je peux témoigner que j'ai subi tel ou tel truc, c'est pas mal. Je pensais pas aller jusqu'à déposer plainte, parce qu'à l'époque, je connaissais pas trop le système judiciaire. Par exemple, je savais pas qu'en France, on pouvait pas faire de plainte collective, il fallait vraiment y aller individuellement. En vrai, énorme force à eux. C'est ultra courageux de faire ça. Et parce que c'est pas anodin de faire ça. C'est un bon moyen aussi de se faire potentiellement blacklister. Enfin, c'est compliqué, quoi, en vrai. Genre, vraiment, force à eux, énorme force à eux, gros soutien. Et en fait, j'ai pas eu peur, je l'ai fait parce qu'en fait, je me dis, à cette période-là, je suis en très grande précarité. Je suis pas retourné dans le jeu vidéo, j'ai pas retrouvé d'entreprise derrière. Le syndicat solidaire informatique et notamment Marc recevait des éventuels témoignages de façon confidentielle et après leur disait qu'ils pouvaient prendre rendez-vous avec moi au cabinet, que ça resterait également confidentiel, notamment s'ils voulaient pas sortir de l'anonymat, mais pour que je puisse leur présenter l'action possible et comment on pourrait travailler ensemble. Entre le moment où les articles sont sortis dans Libération et le moment où on a décidé de faire une action collective avec Solidaire, c'est quand même passé 1 année pour monter le dossier. C'est-à-dire, quand je dis monter le dossier, c'est faire en sorte de pouvoir déposer une plainte auprès du procureur de la République qui soit suffisamment étayée pour qu'il ait envie de poursuivre. Et au moment où le procès arrivait, il fallait que quelqu'un représente le syndicat. Donc je me suis dit, je vais y aller, je vais faire ça et je vais accompagner et je vais jusqu'au tribunal. À ce moment-là, j'ai un mandat d'élu, donc je peux m'absenter aussi du bureau pour faire ça.
Le but était évidemment pas que de poursuivre les personnes individuelles, parce qu'on sait très bien que chez Ubisoft, si les comportements individuels ont pu être aussi graves, c'est parce que évidemment il y a un manque Le problème est structurel, c'est ce que je vous disais. évident aux obligations de sécurité qui pèsent sur l'employeur, que toutes les victimes nous disaient qu'elles avaient remonté au RH, que toutes les victimes nous confirmaient qu'il n'y avait pas de politique de prévention, que quand elles remontaient au RH, c'était enterré, qu'il n'y avait pas d'enquête. Eh bien, on voit bien qu'il y avait une responsabilité de l'employeur. Et que cette responsabilité de l'employeur, en fait, elle est essentielle à faire reconnaître devant les juridictions pénales, parce que les employeurs sont très peu poursuivis au pénal, et ils ont l'habitude des prud'hommes. Encore une fois, hein, responsable, c'est que sur la fiche de poste que c'est écrit, mais sinon ça veut strictement rien dire, ils sont responsables de rien du tout. Donc les prud'hommes, ça met en cause, oui, un certain nombre de manquements, mais le pénal fait évidemment beaucoup plus peur, surtout quand on attaque la personne morale, mais le PDG également, et puis éventuellement des personnes des ressources humaines. Les RH existent pour protéger les patrons, mais complètement, les RH c'est une contre-stratégie du capitalisme vis-à-vis des syndicats, hein, bien sûr. Et puis finalement, ce dossier a abouti à plusieurs gardes à vue. Donc Serge Asquat, qui est donc le numéro 2 de l'entreprise Ubisoft. Thomas François, mais appelé Tommy François plus communément, qui est le vice-président de l'éditorial. Guillaume Patrux, qui est un directeur, un gros manager d'une équipe qui s'occupe de faire des jeux vidéo. Ils ont tous nié, donc il y a eu une confrontation entre nous et les personnes accusées. Je pense que c'est là où ça a été le plus compliqué. Donc se retrouver dans la même pièce avec des personnes que j'avais pas forcément envie de revoir, pour les entendre cracher leur bile sur des choses qu'on sait pertinemment fausses en fait. Et lors des confrontations, c'est ça, la violence de la justice institutionnelle, c'est un enfer. Je suis en possibilité d'accompagner les victimes. Donc je me suis retrouvée en confrontation pendant de longues heures, notamment avec 2 des victimes. Et là, je me suis rendu compte qu'il n'y avait pas qu'un policier qui était sur le dossier, mais c'était une dizaine, quoi. Donc, au fur et à mesure que le dossier grossissait à la police judiciaire, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, c'était tentaculaire. Je pense que ça a été un peu la surprise, c'est que Vraiment une usine à agression. Et à broyer les êtres humains. La police judiciaire, c'est pas la police qu'on retrouve en manif. Ils ont été relativement assez bienveillants. Et ils ont surtout été très en colère envers les personnes qui étaient visées, en tout cas les accusés. Ça sortait dans la pièce, ça se moquait d'eux, ça les faisait tourner en bourrique, ça leur disait des trucs, ouais, vous êtes pas en train de vous foutre un peu de ma gueule. Enfin, là, on se dit, ah ouais, on se rend compte un peu, on se dit, ah ouais, ils ont peut-être fait quelque chose de grave, quoi. Ça a varié au fur et à mesure, mais à la fin, il y avait 5 victimes et solidaires, donc ça faisait 6. Donc c'est vrai que c'est un chiffre qui est déjà très en deçà de ce qui ressortait des réseaux sociaux, très en deçà de ce qui ressortait du journal Libération. Encore une fois, l'omerta, c'est très puissant. Hein. Mais à l'image de la peur qui règne dans ce milieu, comme beaucoup de milieux qui sont fermés, le cinéma, l'édition, la télé, le journalisme, enfin tous les métiers un peu passion où on y arrive aussi par cooptation et réseautage. Un peu de stress quand même. Ouais. Ils viennent pas avec les autres. À laquelle je ferai citer les parties. Et quand on a reçu les convocations, on a eu la mauvaise surprise de constater qu'il y avait que les personnes individuelles. Voilà. Pas la RH, pas Yves Guillemot et pas la société Ubisoft. C'est là-bas. Ouais. C'est là. Il y a une chambre. La quinzaine. Et très rapidement, je me suis rendu compte que la présidente connaissait le dossier sous le bout des doigts. Et puis après, elle a fait décider les victimes à la barre. Même moi qui étais dans le dossier depuis 5 ans, en fait, je pouvais pas ne pas être émue de les entendre. Ils étaient sur les bancs des parties civiles, extrêmement proches, attentifs du début à la fin, à se soutenir quand il y en avait un qui allait pas bien, quand il y en avait un qui devait partir de la salle d'audience parce que ce qu'il se disait était trop dur, il y en avait un qui suivait ou une qui suivait. Pas que l'émotion, c'était le combat qui se sentait, quoi, la lutte. Une lutte collective, et puis le syndicat qui était toujours là pour les accompagner. Non, c'était chouette, franchement, c'était un beau moment de procès. Le procès fait qu'on apprend de nouvelles choses. C'est l'aboutissement
d'années de travail aussi. Puis là, c'est toujours ce truc de t'es au courant de tout, t'es au courant de ce qui s'est passé. Mais là, c'est vraiment le moment où ça va venir cristalliser toute cette lutte-là, quoi. Aussi, en fait. Et puis, on est obligé de subir, entre guillemets, la défense des accusés, défense qui honnêtement, est nulle, quoi. Parce que leur angle d'attaque, c'était de dire que c'est de la faute d'Ubisoft. Que justement, c'était un système et que ce système-là, ils en ont fait partie, mais ils étaient obligés, parce que Ça me rappelle des... s'ils faisaient pas partie de ce système-là, ils C'est pas moi, c'est le système. auraient pas eu d'avenir à Ubisoft. Le droit s'arrêtait aux portes d'Ubisoft. Et c'est ce que disait l'une des victimes à la barre. Il disait très clairement, il y avait la vie extérieure avec ses règles, les règles de conduite, les codes. Puis on franchissait les portes d'Ubisoft et tout ça était oublié parce qu'on se retrouvait dans la chambre de Tommy François. Tommy François n'arrêtait pas de justifier par je suis un créatif. Je suis un créatif et donc j'avais un certain nombre de comportements de créatif. Comme s'il fallait être comme ça pour être c'est bien connu que tous les artistes sont des violeurs. Oui. validé comme créatif. Il est arrivé à l'audience en parlant de culture Ubisoft, de culture de jeux vidéo. Moi j'appelle ça la culture du viol, mais bon, chacun son truc. Que lui s'était en fait inscrit dans cette culture-là et qu'il n'avait pas compris. Et vraiment, tu sais, c'est des gens, ils deviennent très bêtes quand ça les arrange, hein, quand même. Pas compris. Il n'avait pas compris que ça pouvait gêner, que pour lui tout ça était drôle, c'était fun. Qu'il n'avait pas conscience d'harceler les gens. Et donc tout son système de défense, c'était j'ai fait de l'humour et peut-être des choses qui peuvent ressembler, oui, à du bizutage, je m'en rends compte maintenant, mais tout... Je m'en rends compte maintenant. Ah bah oui, c'est vrai que sur le coup, c'était pas évident. Tout ça, c'était de l'humour. Et puis donc, il arrêtait pas de dire j'ai compris maintenant. Donc je lui pose une question à un moment donné et je lui dis mais monsieur Thomas François, vous dites que vous avez compris maintenant. Mais vous êtes poursuivi pour des faits qui ont duré jusqu'à 2020. Et en 2017, c'est quand même passé quelque chose dans la société française, et la société en règle générale, qui était MeToo, balance ton porc. Pourtant, vous avez continué dans les... Et puis on a aussi eu le Gamergate en vrai dans le jeu vidéo qui permet de se rendre compte de ce qui s'est passé. Je sais pas si vous voyez c'est quoi le Gamergate. Je rappelle quand même, pour ceux qui connaissent pas, le Gamergate ça a été un moment où concrètement on s'est rendu compte qu'il y avait une ambiance absolument délétère et misogyne dans le jeu vidéo. Ça s'est beaucoup cristallisé autour du harcèlement de meufs, du harcèlement de journalistes. Voilà, c'était un gros moment où des journalistes du jeu vidéo, des meufs, se sont faites turbo harceler. Ça a été le début du Gamergate et ça a été un peu un des équivalents du hashtag MeToo dans l'univers du jeu vidéo, quoi, à l'époque. Et aujourd'hui, on parle pas mal de revival du Gamergate, mais en vérité, il a surtout jamais vraiment disparu, hein. Et du coup, voilà, quand on parle de Gamergateux, on parle des gens qui sont dans cette culture-là, quoi, comme Tommy Machin, là. 3 ans qui ont suivi, donc j'ai du mal à comprendre ce qui vous a fait comprendre. Alors, le mec a l'air d'être autant créatif que Tommy Wiseau, mais bref. Ce qui vous a fait basculer, en fait, dans la compréhension que ce que vous faisiez n'était pas acceptable. Et je lui ai dit, est-ce que je peux émettre une hypothèse? Est-ce qu'on peut émettre l'hypothèse que c'est l'article de Libération qui vous a fait comprendre ça et la plainte que j'ai déposée contre vous? Et là, il me répond oui. 4 neurones, hein. C'est un créatif, donc... Et donc je dis, à ce moment-là, est-ce qu'on peut tomber d'accord sur au moins une chose, monsieur Thomas François, c'est que votre place est bien devant ce tribunal? Gamergate, c'est le monde du dev. Oui, enfin, c'est le monde du jeu vidéo, en fait, en règle générale, hein. Et il me répond oui. Oui, tu veux pas là. Le mec, désolé, hein, mais soit c'est un menteur, soit il se bave dessus, hein. C'est-à-dire, désolé, mais il n'y a que 2 options possibles. Mais c'est là aussi où tu vois un truc. C'est des gens, ils sont convaincus d'être comment dire, ils ont une vraie impunité. Ils ont un vrai sentiment d'impunité. Je suis désolé. Au bout d'un moment, quand tu penses que ça va passer, de dire oui, d'accord, j'ai demandé à une meuf à faire le poirier et j'ai jeté des pièces à la gueule d'un juif pour rigoler, mais je vois pas où est le PB. Peut-être que tu as peut-être un vrai sentiment d'impunité et que tu te dis que quoi qu'il arrive, tu vas t'en sortir, quoi. Et c'est là où je vous parlais, encore une fois, c'est des gens, ils n'ont pas le sentiment d'être responsables de leurs actes, ni de leur méthode managériale, ni de toutes ces choses-là. Enfin, c'est oufissime. J'ai bossé dans la pub il y a longtemps, j'ai l'impression que c'était la même ambiance. Ouais, c'est ce qu'elle disait un petit peu, l'avocate, hein. Elle disait, en vrai, dans tous les milieux qui sont fermés, qui sont structurés un peu de cette façon-là, c'est des violences que tu retrouves, hein. C'est pas pour rien que #MeToo, ça a démarré dans le monde du cinéma. C'est quand même une des industries les plus proches du jeu vidéo, tu vois.
Et je pense que le procès, il a marqué un tournant assez particulier qui est que on est fatigué. L'aspect revendicatif et militant, en nous, il y est toujours. Mais il y a une fatigue qui fait qu'on a juste envie que ça s'arrête et on a envie de passer à autre chose. C'était une école, en fait, aussi, ce procès. Hein. Je vais pas mentir, j'ai appris beaucoup de choses qui ne s'apprennent que sur le terrain, qu'on ne peut pas apprendre ni dans les manuels, ni dans les formations. Globalement, en fait, on fait un peu Oui, vous savez, dans le cinéma aussi, c'est des créatifs. Mais en fait, en règle générale, ça s'applique pas mal, ouais, aux métiers aussi artistiques. Je vous conseille alors, je sais plus si c'est un podcast ou un documentaire. Il y a de mémoire, il y a un contenu qui s'appelle La fabrique des monstres et qui parle de Picasso et qui montre en fait comment les dièses de starification et de fétichisme de l'artiste sont littéralement des fabriques à violeurs, hein, concrètement. Parce que Picasso, je sais pas si vous le saviez, à part peut-être sa fille, il a peint quasiment que des femmes qu'il a agressées. Genre la quasi-totalité des femmes qui sont représentées sur les portraits de Picasso sont des meufs qu'il a agressées. Genre c'est vraiment, vraiment assez hardcore, hein, pour le coup, l'histoire de Picasso. Et ouais, chez les DJ, c'est exactement pareil. Moi, pareil, j'en ai connu, hein, des DJ très très problématiques. Tu sais, qui partent en étant juste des mecs moyens, des normies, tu vois, des mecs qui n'ont aucune formation politique, enfin, voilà, des mecs random, et qui, à la minute où ils deviennent puissants, parce que, bah, du coup, ils ont la notoriété avec eux, plein de gens sont prêts à plein de choses pour ne serait-ce qu'être un peu proches de eux, et bah, ça, ils tiennent les gens dans le creux de leurs mains, et parfois, bah, ils les écrasent. C'est vraiment un phénomène qu'il y a dans plein de tafs comme ça, créatifs, avec un fétichisme du leader. Taille de quelles actions on peut faire. Et en fait, ouais, l'action en justice, bah, ça tient la route, quoi. Et l'action médiatique, ça tient la route. C'est mon point de vue, c'est que la justice, c'est un outil syndical. Oui, autre détail sur Picasso, puis après je passe à autre chose. C'est pas Picasso qui a eu l'idée de faire Guernica. C'était l'idée d'une meuf. Et il l'a jamais reconnu. Il a vraiment dit que c'était son idée à lui dans toutes les interviews. C'était faux. Voilà, bon, voilà, la plus grande œuvre, même le plus grand truc qu'a jamais fait Picasso, c'est clairement, il l'a clairement volé à une femme, quoi, l'idée. Donc bon, bah, c'est à la limite, s'il l'avait juste reconnu, s'il avait juste donné du crédit, ça aurait pas été un problème. Mais non, il se l'est vraiment approprié, genre. Ce qui est un autre, au passage d'ailleurs. Moi, j'ai fait de la science. Ça arrive beaucoup aussi en science, ce genre de truc, mais bref. Donc oui, la justice est malheureusement défaillante, hein, pour des problématiques de budget, comme on l'a vu, mais aussi d'ordre de priorité. Et c'est pour ça qu'en fait, la société civile, elle est hyper importante. Et quand je dis la société civile, c'est-à-dire les journalistes, les syndicats, les assos. Sans eux, franchement, on en serait encore très loin dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Parce que les premiers qui ont réagi, c'est évidemment les associations et les syndicats, qui sont confrontés dans leur collectif ou par leur objet social à ces problématiques-là. C'est passé à Ubisoft, m'a perturbé dans des environnements de travail sains. C'est-à-dire que j'arrivais dans un environnement où les gens étaient relativement sains, et je me dis, c'est trop bizarre. C'est pas normal, c'est trop bizarre. Et du coup, j'ai cette réaction où j'éloigne énormément cette situation-là, et j'arrive pas à travailler parce que je me dis, c'est trop bizarre ce qui se passe, ça se passe bien, et c'est pas normal. Travailler dans la... Et ça, moi, c'est quelque chose que je connais aussi, pour le coup, mais plus vis-à-vis du surmenage. Dans le sens où, bah, aujourd'hui, j'ai du mal à pas travailler en surmenage. Voilà. Après la prépa et après le crunch, c'est devenu ta façon de fonctionner, quoi. Et t'as presque du mal à retravailler normalement après. Et je pense que du coup, t'as aussi ça vis-à-vis des ambiances de harcèlement au travail. L'industrie jeux vidéo, c'était potentiellement travailler Dans les deux cas, c'est du harcèlement au travail, en fait, hein, le surmenage, le crunch, c'est une forme de harcèlement au travail. dans une industrie qui n'est pas professionnelle, en fait, en tout cas qui s'est mal construite, mais par contre qui s'est construite sur des bases qui sont effectivement extrêmement masculinistes, très hostiles aux femmes, aux personnes racisées, aux personnes LGBT. Alors, tout en oppressant ces catégories de personnes-là, ne se gênent pas d'aller en prendre les vécus et de s'en servir pour pouvoir servir, en fait, pour pouvoir créer un produit, quoi. Moi, ce que je trouve fou, c'est qu'après, t'as des droitards qui viennent nous casser les couilles en disant, oui, regardez, le jeu vidéo est tellement devenu woke. Et à côté, à l'intérieur de Ubisoft, il se passe ça. Par contre, effectivement, c'est ce que j'ai tendance à remarquer. J'espère que ça vous a vraiment donné envie de nous rejoindre. On est toujours à la recherche de nouveaux talents. Donc à très 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 bientôt, j'espère. Ok, 3, 2, 1... Donc ce que j'attends surtout, c'est
c'est qu'il y ait une reconnaissance des faits, avec tout de même, pour les victimes, des peines qui ressemblent à ce qu'elles ont vécu. C'est-à-dire que il y a quand même un montant, enfin, un degré symbolique de peine qui doit être prononcé. Mais ce que j'attends surtout, c'est qu'il y avait un débat, et le procureur de la République, pour le coup, était d'accord avec ça, il avait poursuivi dans ce sens-là, pour dire il y a la responsabilité des individus, mais cette responsabilité des individus ont rendu possible un harcèlement sexuel et environnemental d'ambiance, parce qu'ils ont donné l'exemple aux autres managers. Ce qui fait que, de fait, toute personne ayant travaillé chez Ubisoft à l'éditorial pendant cette période, même si elle ne s'est pas révélée, même si on n'a pas son identité, de fait, elle est victime parce qu'elle a obligatoirement vécu dans cette ambiance-là. Quel enfer, hein. Quel enfer. Et c'est là où vous voyez qu'on peut tout à fait... Enfin, il n'y a pas y a pas à choisir entre la responsabilité de la structure et la responsabilité des individus, en fait. Hein. Au bout d'un moment, la structure, elle est composée de quoi, exactement? Et au sein de cette structure, qui a du pouvoir? Et peut-être que tu peux quand même aller chercher de la responsabilité là-dedans. Hein. Tu peux parler des deux. Hein. Eh ben, écoute, on vient de sortir du procès pour t'informer. Les 3 sont condamnés. Oh, let's go! Donc c'est bon. La première étape, c'est réussi. Maintenant, la suite, c'est de choper. Ah, attends, ça aurait été un peu ouf. De voir avec Ubisoft. Ubisoft, ouais, c'est ça, la boîte et Yves Guillemot, et voir si est-ce qu'ils sont aussi Happy Castafol. complices. Et la complicité a été retenue pour Asquith. Ouais, l'harcèlement moral, ouais, c'est ça. C'est lui qui est responsable, complice d'harcèlement moral. Donc forcément, si demain il y a Ubisoft qui va être aussi condamné de complicité d'harcèlement moral. En gros, pour résumer les gros points positifs du dossier, à chaque fois, elle répétait que les propos... En vrai, je suis trop heureuse que ça se finisse comme ça, la vidéo. Enfin, que genre... c'est une victoire, quoi. Ça donne espoir de baiser, en fait. Le système est pas complètement niqué. Il y a peut-être un monde dans lequel il peut se passer des choses. C'est plutôt cool. Enfin, ça donne vraiment de l'espoir. Parce que depuis le début, on parle quand même, genre, d'une structure qui est tellement hardcore dans la violence qu'elle propose aux gens. On a l'impression que le truc est tellement monstrueux que tu pourras jamais, ne serait-ce que lui mettre le moindre point de dégâts, tu vois. Et pourtant, à force de lutte, d'insister, d'être capable et de se syndiquer, surtout les gens, syndiquez-vous, hein, surtout les travailleurs du jeu vidéo, vraiment, vous vous faites baiser, d'accord? On se fait de façon commune, complètement les travailleurs du jeu vidéo, il faut qu'on s'organise collectivement si on va avoir la moindre chance d'avoir un rapport de force avec les capitalistes qui nous font vivre à l'enfer. Vraiment, syndiquez-vous. Alors moi je dis ça, je suis plus vraiment travailleuse du jeu vidéo maintenant, mais il y a plein de syndicats, il y a Solidaire Informatique, il y a le STJV, il y en a plein. N'hésitez pas à vous syndiquer, c'est super important, y compris dans les petites boîtes. Je sais que ça fait un peu peur, parce que voilà, grande famille, etc. et tout. Moi, j'ai vu beaucoup d'abus aussi dans les petites boîtes. Là, on parle des grosses entreprises, mais sachez que dans les studios indépendants, parfois, ça peut même être encore plus violent, parce que justement, il y a encore moins de contre-pouvoir. Donc, syndiquez-vous, vraiment, syndiquez-vous. C'est pas en faisant confiance au RH, c'est pas en essayant de vous intégrer que ça va fonctionner. Vous allez juste, genre, tanker la violence jusqu'à finir par craquer, comme tout le monde. Donc, syndiquez-vous, organisez-vous collectivement et imposez un rapport de force. Propos et comportements. La preuve, ça marche. Créer, en fait, un environnement de travail. Et donc, le harcèlement sexuel environnemental a été reconnu. Voilà, donc c'est génial. C'est une vraie victoire. Et même sur le harcèlement moral, en fait, ils ont... Parce que ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que dans la justice, une action collective et essayer de démontrer la responsabilité d'une structure, c'est vraiment compliqué, pour le coup. Alors, je ne suis pas non plus une experte, tu vois, dans les textes de loi, mais par exemple, si tu fais une action collective, il faut que tu arrives à démontrer, en plus du coup de toi individuellement ce que ça t'a fait, le préjudice au collectif. Et ça rajoute vraiment des difficultés dans le, comment dire, dans tout le cheminement juridique du truc, tu vois, et franchement, c'est une belle victoire. Connu que ça entachait toute la collectivité de travail. Ce qui veut dire que c'est une très bonne décision pour aujourd'hui, mais également pour la suite contre Ubisoft. Bien sûr, pour toutes les sociétés. Pour toutes les sociétés, maintenant, ils vont se remettre en question. Toutes les sociétés, ça veut dire quand on a un management toxique. Et surtout le plus important dans cette histoire, et là, ça me donne vraiment de l'espoir, pour le coup, vis-à-vis de ce procès-là en particulier, les gens, ça là, ce qu'on est en train de regarder, vous savez comment ça s'appelle?
Ça s'appelle un précédent. Et ça, d'un point de vue juridique, c'est assez puissant. Ça peut nous permettre de vraiment, genre, avoir justement ce rapport de force sur le plan juridique avec eux. C'est vraiment une très bonne nouvelle. Certes, les managers, ils doivent être condamnés pour ce qu'ils ont fait, mais comme ils créent un... Alors, je sais pas si on peut exactement parler de jurisprudence, parce que la jurisprudence, c'est quand même sur des cas uniques, justement, qui sont pas vraiment couverts par des lois précises, mais c'est un précédent. Ça, c'est un précédent important. environnement toxique et que finalement la création d'un environnement toxique c'est pas possible, tout le monde est victime, c'est-à-dire que les employeurs ils peuvent plus laisser rien passer. Et s'ils laissent passer, ils leur arriveront ce que nous on fait, c'est-à-dire qu'on cite Ubisoft par la suite. C'est une jurisprudence. Ouais, attendez. Ah oui, c'est... d'accord, donc c'est considéré comme étant une jurisprudence, tant pour moi. Il y a le harcèlement sexuel environnemental vient d'être reconnu par la Cour de cassation il y a quelques mois, mais sur ce type de dossier, c'est une première. Voilà. Ça marche, ouais. Tu me dis quoi? Eh bah, trop bien. Écoutez, les gens, c'est une excellente nouvelle. Et encore une fois, hein, là, on est face au plus grand studio de jeux vidéo de France. Et ils ont réussi à faire ça, genre. C'est vraiment bien. Enfin, moi, je vous jure, les gens, je pensais pas que j'allais repartir de la vidéo avec de l'espoir. Je vais pas vous mentir. J'avais pas suivi bien l'histoire. Voilà, c'est vrai. Et je suis hyper agréablement surprise. Bravo à eux. Alors, félicitations. Félicitations à Solidaire Informatique. Franchement, basé de fou. Oh ouais, c'est déjà... Bon, écoutez, je sais pas, elle est contente. vous allez bosser là. Ah, ça fait du bien de les voir comme ça, en plus, après leur témoignage. Moi, j'ai une Je vous jure, les gens, ça fait vraiment du bien premier degré. négociation juste là. Hein. Là, je pose encore mes heures de délègue et je dois retourner en négociation égalité homme-femme. Comme quoi, ça se termine pas. Ouais, ça continue, la lutte continue. Il y en a un, il s'appelle Naël, j'ai oublié son nom. Et il a participé à une de ces formations. Et bah, c'est incroyable, je suis trop heureuse. Et bah, force pour la suite, parce que du coup, je n'avais pas lu ce qu'il y avait écrit. En 2026, un nouveau procès s'ouvrira avec l'objectif de faire condamner la société et le PDG d'Ubisoft. Donc, force de fou malade à eux. Merci au syndicalisme quand même, hein. Je pense qu'on le dit pas assez, mais merci au syndicalisme, parce que sans eux, ce genre de victoire serait pas possible. Donc, trop bien. Let's go, let's putain de fucking go. Je suis trop contente. En plus, dans le jeu vidéo, les gens, je vous jure, le jeu vidéo a des moments de super vite espoir. Tellement l'industrie, elle est gangrénée, quoi. Donc vraiment, basé de fou. Ça donne de l'espoir, c'est un bon exemple. C'est un bon exemple de ce qui devrait arriver aussi dans le cinéma français. C'est un bon exemple de ce qui devrait arriver dans tellement d'autres milieux, justement, dont on a parlé précédemment. Donc, grosse force. Nous, on va essayer de... s'il y a un nouveau procès, écoutez, soit on va attendre que Solidaire sorte une nouvelle vidéo, soit on va essayer de le couvrir nous-mêmes. Dans le doute, si jamais vous voulez que je plateforme des trucs solidaires et informatiques, n'hésitez pas à me contacter, ou à contacter plus généralement le média La Fange. Notre contact est sur notre Instagram. Nous, ça nous va très bien de relayer ce genre de lutte. C'est aussi pour ça qu'on a créé ce média. Donc, si jamais vous regardez ce react, et je pense que vous regardez ce react, moi je le ferai en tout cas, grosse force à vous. Tout notre soutien, syndiquez-vous, et on rappelle, pas seulement dans le jeu vidéo, syndiquez-vous en règle générale, et ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que si vous êtes étudiant, il y a des syndicats étudiants. Si vous êtes au chômage, il y a des syndicats de chômeurs, donc foncez. Vraiment, genre, littéralement, il y a tout le temps de quoi avoir un rapport de force. Je vous rappelle que quand vous êtes chômeur, vous êtes à la merci de France Travail. Hein. Et donc, du coup, voilà, c'est toujours la même chose, les gens. L'organisation collective. C'est pas juste en allant faire des formations sexisme ou en faisant de l'éducation pour les hommes qu'on aurait pu obtenir ce genre de résultats. Dans le rapport de force avec les dirigeants de cette entreprise-là, au bout d'un moment, il faut quand même être un peu sérieux et un peu concret. Et pour ça, vous avez besoin d'une seule chose, parce que eux, ils ont la propriété, eux, ils ont l'argent, ils ont les avocats, ils ont tout ce que vous voulez. Nous, on n'a qu'une seule chose, c'est l'organisation collective. Il nous faut deux choses, du nombre, de la discipline et du savoir-faire révolutionnaire. Bref, tout ça pour dire... excellent, trop contente d'avoir suivi cette histoire.
Je sais plus qui c'est qui m'a envoyé la vidéo, mais à la base je l'avais pas vu passer. C'est vraiment quelqu'un qui m'a envoyé ça en DM. Je sais plus qui t'es, mais big shout out. Merci beaucoup de m'avoir mis ça sous mon nez. C'est super. C'est vraiment pile dans la ligne éditoriale de la chaîne. C'est trop bien. Sur ce, YouTube. N'hésite surtout pas à aller booster ma vidéo, certes, mais surtout la leur, qui s'appelle encore une fois Ubitrash, qui est sur la chaîne YouTube de Solidaire Informatique. Merci aussi à eux d'avoir en vrai fait un contenu qui nous permette de parler de ça, qui nous permette d'un peu évoquer ce sujet. Voilà, donc n'hésite surtout pas à leur envoyer de la force, pour le coup, c'est vraiment important. Il y a souvent des moyens d'aider indirectement à les travers du jeu vidéo, pour le coup. Il y a beaucoup de propositions qui sont faites. Je vous encourage à vous intéresser à ce milieu. En attendant, vous pouvez quand même me lâcher un commentaire, vous pouvez quand même me lâcher un abonnement ainsi qu'un pouce bleu. Vous pouvez venir nous rejoindre en stream aussi, hein, tous les mardis, jeudis et dimanches à partir de 18-19h. Quoique le dimanche, ça va peut-être changer. On va voir. Qu'est-ce que j'ai oublié? Oui, le Tipeee. J'ai aussi un Tipeee si vous voulez me soutenir financièrement, bien sûr. J'ai un Tipeee. C'est toujours mieux de passer par Tipeee que par Twitch ou d'autres systèmes. C'est là que je touche plus d'oseille. Gros bisous YouTube. À la prochaine. Kiss. Let me get your number. Ever since I can't remember,